Bonjour à tous et à toutes. Christophe Roussel, donc je suis vétérinaire, toxicologue. Je travaille à l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire, où je suis responsable de l'unité d'évaluation des substances chimiques. Et j'ai le plaisir depuis bientôt 2 ans de présider la section méthodologie en évaluation des risques et impacts sanitaires de la SFSE. Bonjour, je m'appelle Marie Jaillet. Je travaille dans le domaine des évaluations des risques sanitaires depuis 18 ans, d'abord en France, puis en Belgique, à présent à l'ASPAC. Alors l'ASPAC, c'est un organisme qui est en charge de la réhabilitation des sites pollués orphelins et donc on mène ce travail de réhabilitation à la demande du gouvernement wallon. Et depuis avril 2016, je suis la secrétaire de la section organisée par la SFSE, qui est la section méthodologie d'évaluation des risques et des impacts sanitaires. Christophe Roussel, président de la section méthodologie d'évaluation des risques et des impacts sanitaires, et moi-même secrétaire, nous allons vous présenter comment fonctionne cette section qui est organisée par la SFSE, ainsi que les sujets que nous avons étudiés ces 5 dernières années. Tout d'abord, il faut comprendre à quoi sert cette section qui a été organisée par la SFSE. C'est tout d'abord échanger entre personnes sur le domaine de l'évaluation des risques sanitaires en n'étant pas dans un contexte institutionnel. Et l'idée, c'est de vraiment échanger les pratiques que les uns et les autres ont et de voir aussi les lacunes qu'il y a dans ce domaine-là. Donc concrètement, ça se passe autour de 3 à 4 réunions qui sont organisées par an. Donc jusqu'à l'an passé, c'était des réunions en présence physique à Paris, puis à présent par visioconférence. Et donc, ces réunions rassemblent entre 10 et 15 participants, ce qui est une bonne participation dans une ambiance conviviale. Et à chaque fois, à chaque réunion, on démarre par un tour de table, puis on échange sur ce que chacun a pu apprendre au niveau de l'actualité en évaluation des risques. Et puis ensuite, on fait venir des orateurs qui vont nous présenter des travaux. Et les travaux tiennent sur un sujet, sur un thème que nous avons retenu en début d'année. Il est important de noter que chaque personne qui s'exprime librement en tant qu'individu et non en tant que représentant de son institution. Alors, une fois que les deux personnes ont présenté leurs travaux, l'idée, c'est de pouvoir ensuite reverser toutes ces informations dans des comptes rendus que je rédige. Et puis, voilà, l'idée n'est pas que chacun retourne chez soi et qu'on oublie ce qui s'est raconté à ces réunions. On valorise l'ensemble de toutes ces informations, de tout ce qu'on a appris dans un article qui sera publié dans la revue Environnement, Risques et Santé. Donc, par exemple, pour le thème que nous avions choisi en 2015, c'était les enfants. Pourquoi? Parce que la méthodologie d'évaluation des risques sanitaires date quand même des années 1980. À l'époque, on prenait bien en compte l'adulte et l'enfant séparément, mais à part le fait de prendre son poids corporel de manière distincte ou la diète, la quantité d'aliments qu'il consomme, il n'y avait pas beaucoup de distinction entre l'adulte et l'enfant. Or, aujourd'hui, il apparaît quand même de nouvelles connaissances dans ce domaine. Et donc, aujourd'hui, on sait que l'enfant n'est pas un adulte miniature, mais un être en construction. Et donc, on a voulu faire le point sur toutes les connaissances, et notamment sur tout ce qui se passe dans la petite enfance, avec des périodes qui vont être critiques. On appelle cela des fenêtres d'exposition, pendant laquelle l'exposition à un polluant sera particulièrement, pourrait être néfaste pour la santé. Ça peut être au moment de la formation des organes in utero, mais aussi dans la petite enfance, avec les neurones qui vont croître, puis le développement pulmonaire. Et donc, à chacun de ces moments, il se peut que l'exposition à un polluant soit plus néfaste qu'à un autre moment de la vie. D'un point de vue toxicologique, on a vu aussi que des efforts, des améliorations pourraient être apportés puisqu'il n'existe pas de valeur toxicologique pour les enfants spécifiquement, bien que certains instituts essayent de mettre des facteurs de sécurité, par exemple. Donc, tout ce qu'on a appris pendant cette année-là a été mis dans un article, justement, et qui est publié dans la revue Environnement, Risques et Santé. L'année suivante, en 2016, nous nous sommes posé des questions dans la section au niveau de la voie cutanée. Effectivement, quand on regarde la méthodologie d'évaluation des risques sanitaires, elle est assez bien décrite pour tout ce qui est exposition par inhalation ou par ingestion, mais au niveau de la voie cutanée, les informations sont assez obscures. Il y a bien des équations qui existent, mais les relations sont empiriques et les valeurs toxicologiques de référence auxquelles on va se comparer n'existent pas. Donc, ce seront les valeurs toxicologiques de référence pour la voie orale que l'on prendra. Donc, face à ces lacunes, on a quand même pu, grâce aux différents échanges qu'on a eus, aux intervenants qui sont venus,
voir que s'il y a certains polluants qu'on peut cibler au début d'une évaluation des risques qui méritent d'être étudiés pour l'exposition par voie cutanée, ce sont ceux dont le coefficient de partage octanol haut, qu'on appelle le log KOW, est compris entre 1,5 et 4. Donc, de la même manière, tous ces échanges sont reportés dans un article qui est apparu dans la revue Environnement, Risques et Santé. Enfin, en 2017 et 2018, nous nous posions aussi des questions sur les effets cumulés, les effets qui sont causés par deux agents. Par exemple, le fait qu'on soit exposé en même temps au bruit et à la pollution atmosphérique, ou à des polluants chimiques et des odeurs, ou à des expositions à des polluants chimiques et radionucléides. Et là, nous avons appris qu'il existe des études assez récentes qui montrent qu'il y a bien une augmentation des risques cardiovasculaires quand on est soumis à la fois au bruit et à la fois à la pollution atmosphérique. Par rapport aux odeurs, on a pu apprendre grâce aux interventions des personnes qu'en fait, il y a surtout une implication des riverains à prendre en compte quand il va y avoir une installation d'une entreprise qui s'occupe de déchets ou quand on doit gérer un chantier de réhabilitation qui va émettre des odeurs. Et souvent, il faut mettre en place des traitements spécifiques. Enfin, quant aux expositions chimiques liées à des radionucléides, là, dans ce cas-là, on a vu qu'il y avait beaucoup d'inconnus sur les effets cancérigènes et qu'on ne sait pas encore comment les polluants entre eux réagissent, que ce soit par additivité ou par supra-additivité. De la même manière, cela fait l'objet d'un article. Enfin, le thème qui a été dernièrement étudié et qui est celui qui est le cœur évidemment de ce congrès, c'est les différentes méthodologies d'évaluation des risques sanitaires et des impacts sanitaires. Et donc, il faut se rappeler que l'évaluation des risques sanitaires a démarré dans les années 80. Pourquoi? Parce qu'il y a eu vraiment une catastrophe environnementale et sanitaire aux États-Unis qui s'appelle Love Canal. Il s'avère qu'il y a eu un grand canal qui a été creusé dans lequel une entreprise a remis des déchets chimiques et là-dessus a été construit un quartier résidentiel. Et les maladies ont commencé à apparaître chez les personnes qui vivaient dans ce quartier. Il a fallu évacuer les habitants et détruire toutes les maisons. Ça a été un choc aux États-Unis et c'est à partir de là que le gouvernement américain a décidé de créer un fonds spécial pour l'évaluation des risques sanitaires et ça a donné naissance à aujourd'hui ce qu'on connaît, la méthodologie d'évaluation des risques sanitaires. Mais depuis les années 1980, on entend d'autres mots autour de nous. L'évaluation de l'impact sur la santé, l'évaluation quantitative des risques sanitaires, l'évaluation quantitative de l'impact sanitaire, où on parle aussi d'analyse socio-économique ou de l'interprétation de l'état de milieu. Et avec tous ces mots différents qui parlent de sujets différents, nous voulions faire le point pour éviter les amalgames et que ce soit plus clair pour tout le monde. Comme vous l'a indiqué Marie, donc je vais vous présenter rapidement, vous balayer un peu les différentes approches sur lesquelles on a été amené à discuter lors des réunions de la section méthodo des derniers mois. Donc tout d'abord, l'évaluation quantitative des risques sanitaires, donc plus connue sous le nom EQRS, donc qui est à l'origine de toutes ces approches. Donc la question qui est posée lors de ces évaluations, c'est est-ce que l'exposition de l'homme, quand on parle de la santé humaine, à des composés chimiques présents dans les sols ou d'autres milieux est susceptible d'entraîner des effets néfastes sur sa santé? Donc la réponse qui est apportée par cette EQRS, c'est soit des quotients de danger pour les composés dits à effet à seuil, soit des excès de risque individuels pour les composés à effet sans seuil, par exemple les composés cancérogènes génotoxiques. Et donc la méthode, la démarche pour arriver à ces résultats, elle est assez bien codifiée puisqu'elle a été mise en place dans les années 80, notamment avec la méthode développée dans le Red Book en 4 étapes où la première étape est l'identification des dangers, donc en général les substances sur lesquelles on s'intéresse, l'évaluation des relations dose-réponse avec l'établissement de valeurs seuil, l'évaluation de l'exposition et enfin la caractérisation des risques. Donc, cette approche a ensuite été complétée par d'autres approches. Donc, l'évaluation quantitative de l'impact sanitaire ou EQIS. Donc là, la réponse, elle est exprimée en nombre de décès reportés, de gains ou de pertes d'espérance de vie qui peuvent ensuite être monétarisés. Donc, on est là plus sur des nombres de cas estimés. Donc la question à laquelle on répond est assez similaire à la précédente, c'est est-ce que l'exposition de l'homme à des composés chimiques présents dans différents milieux
peut conduire à un excès de maladie. Donc là, on parle bien de cas nouveaux en lien avec une exposition. Donc c'est une approche qui est aussi qui peut être itérative avec le choix de la période et de la zone d'étude, la construction d'indicateurs d'exposition, le recueil du nombre d'événements sanitaires, le choix des relations exposition-risque, ce qui est important, puisque effectivement pour cette méthode-là, il faut avoir une fonction exposition-risque qui a été établie et validée et qui montre clairement un lien de causalité entre une exposition et un effet. Et enfin, donc, le calcul du nombre de cas attribuables. Donc, ces conditions-là, notamment sur le choix des relations dose, exposition, risque, conduisent au fait qu'il y a un nombre assez limité de polluants pour lesquels on peut conduire ces études. Ce sont les polluants dits classiques, par exemple les particules, les PM10, les PM2,5, l'ozone, le bruit. Et en général, ces approches s'appliquent sur une population qui dépasse 20 000 habitants. Donc ensuite, on a l'évaluation de l'impact sur la santé, qui est aussi connue sous le nom EIS-Göteborg, du nom donc, du consensus de 1999 qui a codifié cette approche. Donc là, la question, c'est est-ce qu'un nouvel aménagement, une nouvelle installation ou aménagement d'une zone urbaine, d'un quartier par exemple, pourra nuire ou au contraire montrer des effets positifs sur la santé des habitants au sens large. Donc là, la santé humaine est bien vue au sens de l'OMS, où on parle d'un état de bien-être physique, mental et social, et ce n'est pas uniquement l'apparition de pathologies ou d'infirmités. Donc cette approche-là, elle a été, comme je vous l'ai indiqué, codifiée. Donc elle étudie des changements positifs ou négatifs qui sont causés par l'intervention. Et donc l'objectif, c'est de formuler des recommandations qui permettent, bien sûr, si possible, de renforcer les impacts positifs et de diminuer les impacts négatifs du projet. Donc c'est une démarche qui est assez participative, puisqu'elle rassemble des scientifiques, des experts, mais aussi des urbanistes, des gestionnaires de risques. Et donc l'objectif est de discuter du niveau d'acceptabilité du projet et éventuellement aussi de bien communiquer auprès des parties prenantes, et notamment des habitants, quel pourra être l'impact sur leur santé, leur bien-être de ce nouveau projet. Ensuite, on a une autre méthode, une autre approche qui s'appelle l'interprétation de l'état des milieux, ou IEM. Donc la question posée, c'est la présence de composés dans les sols ou d'autres milieux est-elle compatible avec l'usage actuel de l'infrastructure. Donc, c'est également une approche qui est en plusieurs étapes. Identifier les transferts entre les sources, les usages et les populations, caractériser par des mesures ces milieux d'exposition, comparer à l'environnement local témoin et ou à l'état initial, comparer à des valeurs réglementaires ou à d'autres valeurs repères, et éventuellement, cette approche peut être complétée par le QRS qu'on a vu un peu plus tôt. Donc la réponse, c'est de juger de la compatibilité ou non d'une installation, d'un milieu, et en cas de non-compatibilité, de prévoir un plan de gestion qui serait nécessaire pour réhabiliter le site. Donc là, on a comme spécificité une caractérisation des expositions qui sont basées sur de la mesure, pas de la modélisation, et qui sont ensuite comparées à des valeurs repères. Enfin, une approche plus récente qui prolonge certaines des approches que je viens de vous présenter, qui est l'analyse socio-économique. Donc là, on parle, la question posée, c'est vraiment quels sont les bénéfices et ou les coûts économiques associés à un projet d'aménagement, par exemple, ou à la mise en place d'une stratégie de santé. Donc, c'est une approche qui nécessite au départ d'estimer la fraction de la population à risque et la part attribuable, de quantifier le poids de la pathologie, donc ce qu'on peut appeler le fardeau, le nombre de pathologies, le nombre de cas évités, et si possible, enfin, de valoriser d'un point de vue économique et monétaire ce poids, ce fardeau lié à une augmentation de pathologie en lien avec une exposition ou une intervention. Donc, les indicateurs qui sont souvent produits lors de ces évaluations, on parle de DALYs ou de DALYs qui sont des années de vie perdues en bonne santé, ou inversement du nombre d'années de vie gagnées en bonne santé, donc en lien avec ces interventions que l'on peut ensuite monétariser.
Donc voilà, brièvement balayer ces différentes approches. Donc vous voyez que l'évaluation quantitative des risques sanitaires, ou le QRS, qui date depuis de plus de 40 ans, a été complétée depuis par d'autres outils. Elle reste bien sûr un outil important, mais d'autres approches ont été mises en place pour gérer, enfin, évaluer les risques et les impacts et proposer des mesures de gestion. Et donc c'est l'objet des discussions qu'on a pu avoir lors des différentes réunions de la section, et qui vous seront donc présentées de manière plus détaillée dans l'article qui va être rédigé et qui sera publié dans la revue ERS. Voilà, merci à tous, et Marie et moi, nous sommes ouverts à vos questions.